Moi, j'aime la liberté, c'est toujours ça qui va m'intéresser plus que la reconnaissance ou la notoriété. Salut Cléo. Salut Chloé. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Très bien, je suis très contente de te recevoir dans le podcast. Pareillement. Tu as 1000 noms sur les réseaux sociaux. Attends, j'ai même pris des notes pour cette interview, contrairement à d'autres. Je dis ça à chaque fois, en réalité, je prends de plus en plus de notes, c'est vrai. Mais là particulièrement parce qu'on a un sujet justement autour de l'identité, de la création, des noms utilisés que j'avais envie d'aborder avec toi, puisqu'on peut te retrouver donc sur les réseaux sociaux notamment, entre autres, mais ailleurs également, sous les pseudos Secret Wife, Speakerine de l'univers et Speakerine de l'invisible. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les auditrices ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Clio, je travaille au quotidien comme magnétiseuse. J'étais DJ pendant de nombreuses années avant, graphiste en freelance. Donc, certains me connaissent sous mon nom de DJ Digging Speakerine, qui est d'ailleurs mon premier compte. Sur lequel je partage encore parfois pas vraiment des mix, mais des événements auxquels je peux participer, et surtout des interviews que je fais à la station d'artistes de la scène plus ou moins underground, comme un travail de mémoire d'archives de la scène. Et j'ai un compte aussi Speakerine de l'invisible, on va y arriver, sur lequel je partage des textes que j'écris assez deep. Et au final, avec le temps, ça me sert de page pour prendre les rendez-vous en ce qui concerne le magnétisme. J'ai aussi un personnage qui s'appelle Secret Wife, d'ailleurs par lequel tu as commencé, par lequel je termine, qui est un personnage qui chante, mais plutôt chuchote, je dirais, sur des vinyles que je ralentis. Parce que quand je mixais, il y a beaucoup de vinyles dégueulasses que je ralentissais. Personne ne voulait des trucs à 1-4 euros. Et en fait, en changeant les vitesses, des fois, c'est des sons de fou. Et je me dis, putain, il y en a, si seulement il y avait une voix, ça serait bien. Et du coup, je me suis mis à poser ma voix, mais c'est pareil, rien de ce que j'ai fait n'est voulu en soi, mais était évident. Ça s'entend que tu as une voix habituée au micro, que ce soit côté justement interview ou aussi chant. En plus, j'ai pas mis ma voix de radio. Non, c'est vrai, tu as une autre diction encore. Je mettrai peut-être un extrait si la radio m'autorise. Oui. Aujourd'hui, je reçois le boss le plus fractal du game. Aussi discret que prolifique et insaisissable, Walter Meka est toujours là où on ne l'attend pas. J'ai une petite citation pour toi. C'est le point de départ de notre conversation. Je te laisse nous la lire et dire à quoi ça te fait penser. Voyons voir ceci. Le secret est le ciment de l'intimité. Une fissure dans l'un et l'autre s'échappe. Morgan Hortin, Le secret. C'est intéressant, je ne sais pas si je serais d'accord avec cette citation. Alors peut-être parce que, notamment, mon personnage Secret Wife exhibe justement des choses que l'on souhaite garder peut-être pour soi ou de l'ordre de l'intime. D'ailleurs, ce personnage Secret Wife, c'est pas du tout femme secrète, épouse secrète au sens de maîtresse. C'est quel sentiment on nourrit dans l'attachement, dans l'engagement, qui peut être passionné ou douloureux ou déchu ou de l'ordre du fantasme. Et c'est ça que j'adore, et c'est des paroles dans lesquelles ce que je dis, c'est très vulnérable. C'est beaucoup ce que je vois en séance aussi, parce que je suis spécialisée dans le deuil de séparation, entre autres. Oui, tu chantes beaucoup d'amour. Ouais, je chante ce que les gens vivent, en fait, tout simplement, au même titre que dans mon quotidien, je vis les drames les pires de l'existence des gens et puis leur plus belle réussite, leur plus grande souffrance. C'est un cadeau, cette intimité. Du coup, je suis à la fois dans quelque chose de très secret et de très exhibe. Dans mon personnage Secret Wife, bien sûr, en séance, je suis en thérapeute. Je ne vais pas faire une thérapeute. Je ne vais pas m'amuser à parler de ce que vivent les gens à l'extérieur. Surtout que Secret Wife, il y a la tenue qui va avec, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais tu arrives sur scène avec souvent des tenues en latex noir ou rouge, avec des grands gants qui montent vraiment à hauteur de bras, avec lesquels tu joues sur scène, tu joues avec le micro, tu te déhanches. Enfin, il y a vraiment côté, comme tu dis, assez sensuel, exubérant qui va avec. Très, full vinyle pour ma part, parce que le latex, j'adore, mais j'ai trop la flemme, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il faut stalker ou mettre un espèce de lubrifiant en dessous, puis au-dessus, sinon c'est mat. Alors que le vinyle, t'es tranquille, y a rien à faire, tu mets ça, puis c'est confortable, c'est stretch. Et donc oui, c'est un look qui est très puissant, parce que ce que je dis, c'est très vulnérable.
Du coup, de le dire avec un look hyper bold comme ça, moi j'aime beaucoup. C'est très les esthétiques Thierry Mugler et compagnie, version du pauvre quand même. Et pendant que tu parlais, je disais à nouveau cette phrase, le secret est le ciment de l'intimité. Une fissure dans l'un et l'autre s'échappe. Je comprends pourquoi j'adhérais pas forcément par rapport à tout cas mon contexte et mon quotidien. C'est que le secret chez les gens, notamment familial au niveau générationnel, brise tellement de vie, crée tellement de somatisation en fait, qu'il y a tellement de secrets en fait qui, quand ils sont portés à jour, font tellement du bien, sont tellement libérateurs. Donc après, c'est une phrase qu'on peut prendre sous différents angles. Et puis là, elle est sortie de son contexte. Je vous invite à lire Le secret de Morgane Hortin, parce que justement, c'est une ode à prendre la parole et à briser les secrets, notamment dans la famille. Et on y revient, du coup, c'est parfait, parce que Je l'ai choisi pour toi parce que justement, moi je trouvais que on pouvait y retrouver aussi cette ambivalence entre avoir des pseudos et donc finalement une identité qui t'est propre, qui est assez secrète, qui est Clio, tu vois, tu t'exposes pas en tant que personne dans tes créations, ni sur tes communications sur Internet, et encore moins dans tes séances où en fait t'as un rôle professionnel de soignante. Tout à fait. Mais en parallèle, t'es au cœur de l'intimité justement et des secrets des gens. Que ce soit dans les chansons justement que tu vas chanter et performer sur scène, que ce soit aussi dans les interviews que tu mènes, tu vois, où ton rôle c'est de faire découvrir des artistes, de les faire se raconter, mais aussi les textes que tu publies dans Speakerine de l'invisible, où tu abordes des sujets, j'en ai noté quelques-uns, mais tu vois, le coup de foudre, mythe ou réalité, la honte des états anxieux, des choses en fait très très personnelles. Et, très universel, moi je trouve, plus bien que personnel. Sûr, mais le personnel, c'est pas ce qui nous mène au plus universel. Je trouve que des fois, moi je suis tellement pointilleuse sur des trucs, il y a tellement du cas par cas des fois. Je trouve que j'ai pas une angoisse qui est la même chez quelqu'un, j'ai pas une rupture qui est la même, j'ai pas... du coup, moi je sais qu'il y a des fois des textes super, par exemple j'ai fait un texte super, je trouve personnel, pas au niveau de mon intimité, mais sur 10 jours, en séance, j'ai eu 3 personnes qui sont venues avec une culpabilité intense d'un parent qui soit prenait de la drogue ou de l'alcool et qui est décédé assez jeune. Et à l'adolescence, elles ont été pensées à elles ne se sont pas trop occupées. Donc, elles ont nourri une culpabilité de ne pas avoir eu ce rôle de sauveuse qui, de toute façon, personne n'aurait pu sauver ce qui s'est passé. Et j'ai décidé d'écrire sur cette culpabilité, par exemple. Ça, je trouve, c'est un texte qui est très personnel et pas du tout universel. Pourquoi est-ce que tu as choisi, justement, de ne pas signer absolument tout ce que tu fais en ton nom ? Moi, j'aime la liberté, c'est toujours ça qui va m'intéresser plus que la reconnaissance ou la notoriété. Donc, ça n'a pas trop d'importance comment je signe. Et puis, c'est vrai que maintenant, je suis habituée à écrire, mais au tout début, je postais un texte, je me haïssais, enfin, le mot est peut-être fort, mais il y a ce truc avec l'écriture, comme avec tout art aussi, des fois, de montrer, ça peut faire une sorte de malaise, c'est facile d'écrire quand on est avec soi, puis dans tout processus créatif, souvent, il va y avoir une phase où tu vas créer, une phase où tu vas trouver ça génial, après tu reviens, tu fais mais c'est de la merde. 4 heures après, tu fais ah mais c'est cool. Le lendemain, t'es en mode mais c'est à chier, pour qui je me prends. Et ça, c'est tout le monde, hein. Ça, c'est, à part certaines personnes très rares. Et j'avais envie de me donner la liberté de pouvoir changer tout le temps. Et d'ailleurs, il y a des textes que j'ai écrits, j'ai commencé en 2018. Il y en a plein que j'ai archivés parce que c'était des tons sans me rendre compte, parce qu'on déconstruit aussi la façon dont on parle. C'était novateur à l'époque. Aujourd'hui, c'est des injonctions paradoxales dans le style, c'est pas possible. Bon, après, je dis ça, je suis très directe moi-même, il y a plein de gens, Instagram est rempli de ce type de discours qui convient très bien à beaucoup de gens aussi, mais c'est pas mon cas. Est-ce que le fait aussi d'avoir eu un pseudo en tant que DJ pendant des années, ça t'a autorisé finalement à prendre justement d'autres pseudos par la suite ? C'est trop drôle ces histoires de noms parce qu'à chaque fois ça s'est fait par hasard et il n'y avait jamais d'ambition dessus. Pareil, mon nom de DJ à la base c'était Speakerine parce que je passais de plein de genres différents et un peu pas comme une présentatrice non plus, mais j'aimais bien aller de genre en genre, chose qui en 2006-2007 se faisait pas comme aujourd'hui. L'éclectisme aujourd'hui c'est cool, à l'époque c'était on peut pas te mettre dans une case marketing en parlant, te vendre et tout ça c'est compliqué. Je voulais très bien mettre à l'époque à Rouen, je viens de Rouen en Normandie, du punk comme du disco, comme du funk, comme de la soul, comme du hip-hop old school, comme de l'électro. Et je m'en souviens, je passais des sons pendant 4 heures, des années 50 à l'électro de l'époque, à Gossip et CSS et compagnie. Et il y avait des gens qui venaient pour certaines heures et pas pour d'autres.
où je voulais en venir quand je dis ça. Oui, donc mon nom Speakerine de DJ à la base, c'est Speakerine. Et j'avais juste fait, je crois, une page Facebook que j'avais dû appeler, je sais pas, Digging Speakerine ou un Tumblr, je sais plus, parce que je faisais des espèces de mixtapes où j'explicitais un petit texte avec des courants, la musique grecque dans les années 60-70, la blaxploitation aux États-Unis dans les années 70, etc. Donc c'était un truc de digging, mais pas dans le sens de digger, parce qu'aujourd'hui c'est une étiquette en tant que DJ, le digger, celui qui va aller chercher des choses des pas petits sons, des forcément pépites, connues, voilà, des choses comme ça, ouais. Mais à la base c'était pas ça, c'était juste je voulais raconter des histoires, et comme en fait je n'avais pas pensé, mais sur Paris, je suis arrivée, mais en fait on a commencé à me faire jouer, et j'avais aucune ambition de devenir DJ à un moment donné, puis ça a été le cas. Et du coup, Digging Speakerine est resté. Mais tu vois, je voulais même pas ce nom, Digging Speakerine. Et Speakerine de l'invisible, en fait, à force de poster des textes sur mon compte Digging Speakerine, on m'a dit, tout le monde disait, mais crée un compte avec tes textes, c'est trop bien, machin. Du coup, j'ai dit Speakerine de l'invisible parce que je parlais de, justement, pour moi, c'est immatériel, toutes ces choses. Ouais. Donc ça fait beaucoup de Speakerine en fait. Et puis oui, donc mon émission sur Station s'appelle Speakerine de l'univers cette fois-ci. Je sais pas si les gens arrivent à suivre. D'ailleurs c'est drôle parce que j'ai interviewé Walter Meka, qui est un mec extraordinaire, qui a je crois qu'il a une vingtaine, je sais pas s'il a une vingtaine d'alter ego et 16 labels, ou une vingtaine de labels et 16 alter ego. Enfin, ouais, ok. Là on est sur le... Là moi je suis petit level à côté. Pour rappel, effectivement, une speakerine, à la base, c'est vrai. une figure de présentatrice de programmes télévisés pour les téléspectateurs, pour expliquer un peu c'est quoi les boomeuse. émissions. C'est une boomeuse. Non, mais je me dis, peut-être que c'est pas évident pour tout le monde. Tu sais que les jeunes, ils le savent pas, ça. Bah, ouais, j'ai des jeunes qui écoutent ce podcast. Voilà. Bisous à vous. Vous êtes hot. Ce qui est drôle, c'est que, ouais, ta speakerine, du coup, que tu l'as gardée pour des projets où tu parles finalement, que ce soit en interview, tu fais parler et tu prends la parole, et tu as tout un travail rédactionnel de tes épisodes, on en reparlera un petit peu après, mais hyper soigné, hyper poussé. Et puis tes textes, du coup, dont tu parlais aussi, donc on est sur du rédactionnel, versus la scène qui pourrait découler, tu vois, du DJing, où tu es vraiment sur scène et tu performes, et où là, tu as changé, t'as pas gardé un truc avec Speakerine, tu es partie sur Secret Wife. Ouais, ça, c'est vraiment ce qui est le plus proche de mon métier de magnétiseuse. Parce qu'en fait, je suis vraiment, je trouve, gardienne de l'intime, des secrets des gens. Parce que en tant qu'ancienne DJ, parce que maintenant, je mixe plus trop, enfin, c'est rare et tout ça, j'ai aucune prétention de rien. Enfin, de toute façon, j'en ai jamais eu. Mais d'ailleurs, aussi, les réseaux sociaux me donnaient de moins envie. En fait, tu fais de la com tout le temps et ça me gonflait aussi. Déjà en 2018, ça commençait à me gonfler. Ça met une charge mentale énorme. Et du coup, Secret Wife, en fait, je m'en souviens, je me suis servi quelque part du Covid parce que j'arrivais pas à arrêter le mix parce qu'à chaque fois, on me proposait des trucs trop bien et je jouais tout le temps, du jeudi au samedi. Mais c'est difficile quand tu fais ça en même temps que d'avoir des séances de magnétisme. Et je savais que pour développer l'un, je devais forcément un peu réduire l'autre. Et j'arrivais pas en même temps. Et le Covid, en fait, m'a aidé à sortir de ça. Parce que pendant le Covid, on m'a proposé plein de streams et tout. J'ai dit non à tout. Et je voulais justement faire une espèce de glissement comme ça. Et il y a toute une nouvelle scène qui a éclos, qui est géniale. Grand renouveau de la scène. Des gens qui sont perdus, qui n'ont pas su d'adapter, beaucoup de jeunes aussi, avec une technique qui est énorme, avec une maîtrise des réseaux sociaux, avec les gens, c'est vraiment... Les free parties ont toujours existé, mais encore plus avec... le Covid, en fait, avec tout un renouvellement de la scène, de gens qui vont pas forcément en club, de choses beaucoup plus confidentielles et immatérielles, et hyper intéressant. Et moi, franchement, je me sentais un dinosaure dans cette scène. Je vois pas qu'est-ce que j'avais d'intéressant à apporter. Et en plus de ça, tu sais, il y a un peu ce truc, quand t'es thérapeute, moi, voilà, je reçois les gens, dans ma vie, je suis très diva dans mes looks, mais en séance, je suis très anonyme, je suis là pour eux, je suis pas en représentation, il y a pas d'ego, il y a pas de truc. Et t'as un peu ce truc, c'est trop bizarre de revenir à un personnage, enfin à ton toi scénique où j'avais une esthétique quand même assez sexy aussi, assez assumée. Et tu vois, il y avait quelque chose où j'osais pas trop me montrer dans mon ego, moi, privé à nouveau, dans ma sphère artistique. Je me suis dit, ok, si t'as peur d'être jugé ou d'être too much ou quoi, vas-y à fond dans le too much. Donc Secret Wife, elle est full vinyle, elle est full drama. Enfin moi clairement je mets des gants, je sais pas qui je suis. C'est pas Clio, c'est bien sûr que c'est moi, mais c'est un moi. C'est une vraie liberté. Et quand je danse, je fais l'amour. Et quand je danse, je fais l'amour. Et quand je danse, je fais l'amour. Et
puis en même temps, ça permettait de faire la jonction entre mon travail ou les récits que j'entends et ce que j'écris en chanson, où je parle de ce que les gens vivent, du ghosting, de plus croire en l'amour, d'y avoir cru avec quelqu'un, mais finalement d'être à nouveau brisé. Enfin là, c'est très mal dit parce que c'est beaucoup plus subtil que ça dans les textes. Mais en tout cas, ouais, ça m'a permis de faire le pont entre les deux. Et j'ai plein de gens qui me connaissent en tant que DJ, aussi en tant que Secret Wife, et qui vont me voir en thérapie. Et j'en ai d'autres qui ne savent absolument pas que tout ça existe. Et parce que quand ils viennent chez moi, il y a beaucoup de vinyles. Enfin, en fait, en soi, pas tant que ça. Quand on aime les vinyles, c'est que dalle. Oui, de vinyle cette fois-ci en termes de musique, pas de matière. Mais, oui, voilà, pardon, excusez-moi. Ouais, donc il y a des vinyles de sons. Ouais. Et forcément, les gens me posent des questions. Il y a des platines, ils sont ah bon, oui, j'étais DJ avant. Et il y en a qui sont là, ah ouais, j'aimerais bien venir vous voir et tout. Et je terminerai en disant que vraiment, parce que ça m'a marqué. Dans Desperate Housewives, à un moment donné, Lynette, elle va voir sa psy, qui fait une pièce de théâtre avec son mari, comme Tom. Et en fait, elle joue archi mal, quoi. Elle est en mode trop cringée par la scène. En mode, non, mais je peux pas faire confiance. Je l'aimais bien jusque-là, mais je peux pas faire confiance à une meuf qui fait un travail ça casse l'image, en fait. Ça casse l'image. Et moi, j'ai toujours ce truc où il y a des gens qui sont archi fans de me voir en séance. Est-ce que s'ils me verraient en full vinyle sur scène, après, je fais rien d'extraordinaire en soi, mais voilà, peut-être ce sera en mode awkward, quoi. Et la dimension sérieuse, pas la confiance. Ouais. C'est ça, elle partirait à ce moment-là, c'est quoi. Ça. Alors qu'au final, je me rends compte, les gens séance, quand j'en parle un peu, parce qu'il y a des trucs, ils sont même, j'ai beaucoup d'artistes aussi, mais qui me connaissent pas plus sous ce versant-là. Et à chaque fois que j'en parle, ils sont fans, en fait. Ils sont trop fans. Mais je voulais dire un truc aussi, c'est que Secret Wife n'a pas de compte. On peut pas la trouver. C'est-à-dire que j'ai un compte SoundCloud, mais je n'existe pas, et j'adore qu'on ne puisse pas la trouver. J'adore être Secret Wife au premier degré, faire juste une performance où soit on a été là, ou on n'est pas là, et j'adore pouvoir exister dans un truc hors des réseaux sociaux quelque part, même si je la monte bien sûr sur les réseaux, parce que j'adore créer des esthétiques autour de ce personnage. C'est une poésie, c'est une liberté aussi, c'est cool de pouvoir être complètement full diva, drama, enfin, moi je kiffe. T'es vraiment sur de la prestation en fait avec Secret Wife, t'as ce truc de performance, c'est une performance artistique presque. Je saute partout, voilà. Je sue. Ça me faisait penser en fait au niveau des ponts. Justement, tu parles là du pont entre ça et les émissions de radio, ton activité de magnétiseuse. Et en fait, avec les émissions de radio, le fait que tu fasses parler des gens d'eux et que tu sois à l'écoute et que tu leur tendes le micro, est-ce que, pareil, il y a un pont qui se fait entre tes deux activités ou c'est différent pour le coup ? Alors, c'est vrai qu'en fait, il y a certaines similitudes, mais c'est quand même très différent parce que je vais avoir dans mon quotidien, dans mon métier, je suis spécialisée dans les violences psychologiques, physiques, sexuelles, donc ça parle de viol, ça parle d'inceste, ça parle de choses que peut-être les gens n'ont jamais dit à qui que ce soit. Et en radio, ils ont quand même une notion de représentation d'eux-mêmes. Moi, j'aurais adoré avoir un podcast super introspectif et tout, mais je sens bien que déjà c'est dur pour les artistes de parler de ce qu'ils font, mais alors parler en plus de leur intimité, c'est compliqué. Et même s'ils maîtrisent le sujet quand on est en face à face et tout, souvent avec un micro et tout, il y a un voile qui se met, il y a un filtre. Mais finalement un peu comme toi qui veulent garder aussi une part de vie secrète. Je pense que c'est marrant parce que les gens ils viennent me voir et à chaque fois parce qu'en fait je les vois. L'émission, on l'écoute, on a l'impression que c'est pas du tout. Pas du tout. Je les reçois pendant 1-2 heures, parfois 3-4 heures. J'écoute toute leur vie, je note tout comme une tarée sur mon ordi. Et je vais construire une émission par rapport à qui ils sont pour mettre en valeur qui ils sont. Moi, tous les artistes que j'invite, je suis fan d'eux, je les trouve incroyables, tant identitairement, personnellement, créativement. J'aime ce qu'ils disent, ça me touche. C'est souvent des gens assez tournés vers une forme de symbolisme, d'inconscient, ils ont tous leur unicité. Et ce que je veux, moi, c'est réussir au mieux à partager leur essence au monde. Donc, c'est un travail de mise en valeur, très narcissique aussi quand même, alors que dans la séance au quotidien, on va être dans une recherche d'authenticité, de réparation, de mettre des barrières, mais pas de... comment expliquer ? Pas de défense, mais plus une construction de protection interne Là, c'est vraiment autre chose. Mais on est dans quelque chose, dans un dialogue qui est introspectif, mais qui a destination de l'image qu'on a envie de donner en termes de représentation publique. Oui, c'est ça. Tu t'adresses pas aux mêmes personnes, en fait. À partir de là, t'as une audience, quoi. C'est l'arrière-boutique. Clairement, on a tous une vitrine, on a tous une arrière-boutique. Et en séance, je m'occupe de l'arrière-boutique. Et dans mes émissions, je m'occupe de la vitrine. Même si je connais un peu l'arrière-boutique, mais je vais pas dire tous les trucs. Le but, c'est
c'est difficile en tant qu'artiste d'avoir une émission dans laquelle on se sent bien représenté, on a réussi à dire tout ce qu'on avait envie de dire, parce que des fois on part en arborescence, il y a plein de choses qu'on oublie de dire, qu'on veut dire, on a dit ça, on voulait pas le dire, bon bah moi là je suis là, je cut le truc qu'il faut cutter, voilà. Donc c'est beaucoup de travail, et c'est très précis, en même temps il y a une part de spontanéité aussi, hein. Mais moi j'aurais rêvé, tout ce que je fais, j'aurais rêvé de le faire petite, et ça particulièrement. C'est vrai, c'était quelque chose auquel tu pensais déjà ? Même j'ai toujours aimé les interviews, j'ai toujours aimé la vidéo aussi, faire des clips. Et petite, c'est trop drôle, à 8 ans, je faisais semblant de mixer devant ma fenêtre. Non mais c'est adorable. Et je faisais des mixtapes avec mes cassettes et tout. Ouais. Genre un truc de 1998, c'est marqué Groove dessus, tout. Enfin des trucs. Mais ouais. Et puis le magnétisme, j'aurais même pas pensé. Enfin, mon grand-père était magnétiseur, mais je l'ai jamais connu. Donc et puis j'ai grandi dans une famille psy et tout ça. Très cartésien, pas du tout dans un truc... voilà, c'est de la pensée, c'est de l'ordre de la pensée magique. Alors, oui, toi c'est plus spirituel, ne serait-ce que tu vois avec tes noms, univers invisible, on est sur une dimension spirituelle au sens large du terme. Ce que je veux dire, c'est pas... Pour le coup, moi, je me positionne plus comme quelqu'un de très cartésien. C'est vrai complètement. Parce qu'en fait, le magnétisme, on n'en parle pas, je sais pas pourquoi, mais moi je trouve tout simplement que c'est une forme d'hypnose, tout simplement parce que la personne est en transe. C'est-à-dire qu'1 heure sur la table, c'est ressenti comme 10 minutes. Tu peux avoir du chaud, du froid, des images, des couleurs, des sensations, des fois des émotions, mais qui sortent de nulle part. Mais des sensations extrêmement fortes de lourdeur dans les jambes, de douleur à certains endroits, de trucs. Et moi, je reste persuadée qu'en fait, au même titre que la méditation peut mettre en transe, le pré-sommeil est un état de transe, l'hypnose est un état de transe, le magnétisme est un état de transe dans lequel, une fois qu'on est dans cet état modifié de conscience, donc entre le conscient et l'inconscient, on peut travailler des choses qu'on ne pourrait pas travailler autrement. Et fin de l'histoire. C'est juste on utilise nos mains pour le faire, on n'utilise pas notre voix. Et pour moi, ça n'a rien de fou, ça n'a rien de spirituel, même s'il y a des choses que je ne m'explique pas. Pourquoi, quand quelqu'un a une inflammation, quand je pose ma main, ça chauffe. Ça chauffe de façon très forte. Je peux sentir des zones dans le corps où il y a des trucs qui déconnent sans... je ne fais aucun diagnostic, je précise, je ne me remplace ni aucun médecin, je n'interviens dans aucun diagnostic ni de médecin, etc. Mais ouais, il y a quelque chose de très cartésien dans mon approche, avec une partie bien sûr de choses que on n'explique pas aujourd'hui, mais je souhaite avec grand plaisir qu'on m'explique de façon tout à fait rationnelle à l'avenir ce que c'est. C'est une approche que tu as aussi dans tes textes ? Ouais, mes textes, ils sont très... je parle pas d'ailleurs, je suis magnétiseuse, mais mes textes ne parlent pas de magnétisme, ne parlent pas de... Je parle de... C'est très philo-psycho, en fait, l'angle, je trouve. Voilà. Sans partir dans quelque chose de très stoïcien. Et c'est-à-dire que cette espèce de détachement émotionnel très en vogue dans le développement personnel et de détachement vis-à-vis de la douleur pour prendre du recul, etc. C'est marrant que tu parles d'un côté très cartésien, même dans ton approche, etc. Alors que moi, j'ai utilisé le mot spirituel plus pour te définir dans ce que tu dégages, en fait, plus que ce que tu communiques. Ça, c'est très vrai. Mais pour en revenir un petit peu aussi à... Du coup, c'est 1001 activités. D'un point de vue organisation de ton temps et organisation tout court, tu as l'air de passer beaucoup de temps sur chacun de ces pans-là. Comment est-ce que tu gères le temps que tu alloues à tes différentes activités ? Est-ce que là aussi, tu as cette approche très libre en fonction d'impératifs concrets, d'un rendez-vous, et de liberté derrière, de te dire j'ai envie de faire ça ou plutôt ça ? Est-ce qu'au contraire, tu es hyper carré, hyper organisé, tu as un planning vraiment à l'heure près ? Comment est-ce que tu fonctionnes ? Je suis complètement inspirée tout le temps et je me fatigue moi-même parce que j'aimerais que les journées fassent 46 heures. Ah, on adorerait. Voilà. Après, je suis quelqu'un qui dort très peu. Je peux dormir 3 à 5 heures. Je suis totalement... sur 5 jours, je sais pas, je suis totalement normale. Et puis au niveau de l'organisation, 99% de mon temps, je le passe en séance. Je travaille en fait tout le temps et je me rends compte que je suis un petit peu folle en fait. Là, du coup, j'essaie d'avoir plus de temps pour moi, mais comme je n'ai que des activités passion, je suis nourrie de tout, il n'y a rien qui m'emmerde. Dans mon quotidien, j'ai pas de patron qui me fait chier, j'adore entendre des histoires de bureau des gens où je me dis putain. D'ailleurs, j'ai prévu un texte là-dessus, c'est... Le bureau, c'est la cour de récré des égos, c'est-à-dire qu'on est toujours en collège 4e B, ça n'a pas changé, c'est juste ces gens ont plus de responsabilités pour être des trous de balle. Bon bref, il faut que je me calme sur les managers pervers. Bon bref, parce que j'en entends des histoires, donc forcément je suis... Et donc pour revenir à ce qu'on disait au niveau de l'organisation, voilà, je passe tout mon temps en séance. Là, je me suis calmée parce que je pouvais très bien prendre des gens à 8h du matin comme terminer à 22h, ce qui est n'importe quoi. Oui, mais comme pas de cadre, quoi. Non, mais non, de toute façon, mais comme mais à côté de ça,
comme en fait, moi je me couche à 3h entre 1h et 1h30, 3h du matin, ma journée démarre après, quoi. Tout mon temps, c'est les séances. L'écriture de mes textes, comme je pense que je trouble de l'attention, je suis monotache, donc je préfère prendre du temps pour dérouler tout ce que j'ai à faire. Donc mes textes, souvent, je prends 15 jours de vacances par an, j'écris cinquantaine de textes en 15 jours. Tu les relis pas, tu retravailles pas ? En fait, je les trace, après je les relis quelques mois après. D'accord. Des fois, je suis totalement d'accord, je suis un génie. Des fois, je me relis, je suis en mode, c'est quoi ce truc de merde, j'ai évidemment. voulu en venir où et je le modifie. Parfois, il y a des textes même que j'ai jamais postés, que je remodifie tous les ans, ou même que finalement, je me dis, mais non, en fait, ça, je suis pas d'accord. Donc, en gros, les textes, souvent, j'aime bien écrire l'hiver 15 jours et l'été 15 jours, ou des fois, je vais écrire l'été 3 semaines, ou ça dépend, je suis pas forcément tout le temps, mais souvent, je fais des trucs comme ça. Après, je m'éloigne beaucoup des réseaux. Moi, souvent, je les ai pas sur mon téléphone. Ouais. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur la communication, le fait que ça parasite. Ouais, non, faut faire gaffe. Après, ton bras, c'est un téléphone, c'est pas poste. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne. Et donc, des fois, j'ai des textes, puis je les poste pas tout de suite. Mais j'aime bien poster toutes les semaines. Et au bout d'un moment, j'aime bien m'arrêter aussi parce que même moi, après, même si tu t'en fous des likes et tout, ces bâtards-là, ils arrivent toujours, en termes d'algo, à te faire un impact et tout. En plus de ça, moi, de toute façon, on ne voit pas ce que je poste parce que je poste des textes où je critique Instagram ou d'autres sujets. Et du coup, forcément, et je ne montre pas mon visage en permanence non plus tous les jours. Et puis les gens qui te suivent pour tes créations et ton activité, c'est du bouche à oreille, en fait, c'est sur du... c'est plus ça, c'est des gens que tu as déjà croisés ou qui ont été recommandés, quoi. C'est clairement Eyes Wide Shut, le truc, non, je rigole. Mais c'est vraiment quelqu'un est venu ici et il sait. Et du coup, il a passé le mot et l'autre personne vient. En plus, les gens me disent, tu sais, je donne ton nom, mais je donne pas à tout le monde. Enfin, vraiment, je choisis les gens. Je me dis, il n'y a pas de souci. Mais j'adore ce cercle d'initiés et de pas chercher à me vendre ou quoi. Là, on n'a pas besoin, en fait, aussi. Non. C'est ça, c'est que, tu vois, si financièrement... T'en avais eu besoin, t'aurais été contrainte de le faire mais même, moi, je vois les gens... J'ai des gens qui ont des milliers d'abonnés qui ne vivent pas de leur activité en séance. Oui, bien sûr. Des gens qui sont pas sur Insta, qui en vivent et tout. Et qu'est-ce que je voulais te dire ? Tu fais bien de le rappeler parce qu'effectivement, c'est un sujet qu'on aborde avec beaucoup d'artistes qui sont passés dans le podcast, qui est que c'est pas parce que t'as entre 20 000 et 200 000 abonnés que derrière, en fait, t'arrives à en vivre. C'est monétiser son audience, ça n'a rien à voir avec avoir une audience. Mais pour revenir au sujet du coup de l'organisation, les émissions de radio, je suis passée à une par trimestre parce que ça me prenait trop de temps. Ça me prend, je pense, 1 semaine de travail, mais je travaille du coup de la nuit. Entre le recueil d'informations, le traitement d'informations, enregistrer l'émission, et après je fais souvent 8 à 10 heures de montage sur chaque émission. C'est n'importe quoi, mais je suis comme ça. Non, je compatis. Voilà. Mais si je veux quand un épisode est vraiment bien et que tu veux que ce soit propre... Si tu veux, parce qu'on se rend pas compte, mais les gens font des font des répétitions, c'est pas de leur faute. Voilà, il faut que tu aies les trucs. Et après, j'ai tout un travail, faire un peu de com, tu mets des sous-titres, il faut que tu trouves des punchlines, ça prend un temps fou. C'est pour ça que je dis je suis admirative de ton travail, parce que c'est gentil. Le boulot que tu fais, c'est énormissime. Moi, je me dis, mais comment elle fait ? Mon bras et mon téléphone, c'est un peu le problème à l'heure actuelle. Mais j'y travaille. Et puis sinon, Secret Wife, en fait, ça me prend un peu comme une envie de pisser. En fait, en gros, je trouve des vinyles, je sais que je vais en faire une chanson, mais il faut que je trouve le temps de me dire, tiens, allez, je me bouge le cul. C'est toi qui démarches après ou on te book pour faire des soirées ? J'ai jamais compris pourquoi on me book d'ailleurs pour ce projet, mais j'adore. Mais genre, je suis en mode, ah bon, en 48 heures, il faut que je sorte, je sais pas, 5, 6 nouvelles chansons. Et je le fais. Mais je sais pas comment. Parce qu'en fait, quand j'écoute le vinyle, j'entends déjà à la première écoute dans la shop, je suis en mode je sais que je vais en faire quelque chose, et en fait j'écoute le vinyle me dire son histoire, donc c'est un peu un espèce de miroir entre lui et moi qui se passe, et du coup je l'écris très rapidement. Je déteste m'enregistrer et me réécouter, c'est horrible pour moi vraiment, parce que je m'écoute, je suis en mode quelle horreur, et j'envoie ça à une pote qui me fait un traitement de voix, et puis voilà, c'est très punk ma façon de faire. J'enregistre, il y a certains trucs enregistrés en studio, il y en a beaucoup c'est enregistré à l'arrache sur ma DJM 350 de DJ à la maison, qui est clairement de la merde, mais en vrai c'est pas grave, ce qui compte c'est la vibe, c'est pas la perfection. Si on a les deux tant mieux, mais bon, moi je suis à la fois beaucoup trop flemmarde et peut-être trop de doute de moi pour oser me donner la peine de faire plus et me rendre compte que c'est pas bien. Au moins je fais le minimum, et comme ça, si ça se pète là ou c'est pas fou, c'est pas grave, j'ai fait le minimum. C'est vraiment, ça c'est une parade. Non mais j'adore que t'aies compris en fait comment tu fonctionnes, à savoir que t'as, comme tu dis, t'as ce côté flemmard, donc
T'as besoin C'est le d'organisation. côté punk, faut que ce soit intuitif. Tu le fais tac-tac. Voilà. Intuitif, mais en même temps, ouais, effectivement, tu te prends une plage horaire et tu te fous une deadline et tu le fais dans ce temps-là, quoi. Ouais, mais ça, c'est le côté... ça m'insupporte d'être ces gens qui font des références astrologiques, mais c'est le côté Capricorne. Tu vois, moi, si j'ai décidé que je faisais un truc, je fais un truc, et c'est une chance. Tout le monde n'a pas cette volonté-là, c'est pas possible. Il y a des gens, voilà. Et pour plein d'heures où je ne fais rien, secret-toi, et je vous dis ça, mais je fais ça une fois tous les 1, 2 ans, j'en sais rien. J'avais une question, mais comme j'ai changé les piles entre-temps, car ça, vous ne l'entendez pas au montage, c'est la magie de tout le temps passé dessus, moi, je te propose qu'on passe au petit jeu que j'ai prévu pour toi. Allez, parfait. Alors, il y a encore du papier. J'adore. Tu as ici 4 petits papiers sur lesquels se trouvent tes différents noms. Et dans cette pochette, d'autres papiers avec des activités. Ce que j'aimerais, c'est que tu pioches pour chacun de ces noms, du coup que tu vas piocher au hasard, une activité, et que tu me racontes un peu comment ça se passerait. Alors, Speakerine de l'invisible. Ok, Speakerine de l'invisible. Que fait-elle? Où va-t-elle? Qui est-elle? On ne sait pas. Alors, deuxième papier. Ouvre un restaurant à concept. Bah déjà, Speakerine de l'invisible, elle bouffe pas. Elle se nourrit de texte. Bah, c'est ça, en fait, parce que quand j'écris... c'est peut-être ça ton concept. Hein. T'oublies. Alors, par contre, non, je mange dans ma vraie vie. Il n'y a pas de... There is no TCA inside de truc. Mais c'est surtout quand t'écris, t'oublies ton prénom, t'oublies où t'es, t'oublies de bouffer, t'oublies de boire, t'oublies de pisser, t'oublies de dormir. T'es absorbé, en fait, par ce que tu fais, quoi. Un restaurant concept... tu sais, je rigole parce que je pensais à tous ces trucs de... J'avais vu un sketch d'une personne... C'était on va ouvrir un bar à feta dans le Marais, feta fumée, feta machin et tout. Et je me dis, putain, ça marcherait en plus cette merde. Bien sûr. Tu rentrerais dans une pièce avec plein de textes sur les murs qui parlent de tout ce que les gens vivraient en général dans leur vie sans jamais l'aborder parce que tout le monde fait comme si tout allait bien alors que tout le monde en chie de la même manière. Tout le monde a plus ou moins des douleurs, des ruptures, des proches malades du cancer. Enfin bon, je suis pas là pour dépeindre un tableau horrible parce qu'il y a aussi des très belles choses d'ailleurs. L'amour par exemple, toutes les avancées sur soi, la résilience. Donc ce serait on se nourrirait de mots. Je sais pas si ça, j'ai un peu contourné le truc, mais en vrai, non. T'as pas tiré le plus simple pour commencer. Alors, Clio, c'est moi. Ah non. Hop. Clio, qu'est-ce qu'elle fait? Super intéressant ton petit jeu, très forte. Attends de lire. Alors, anime la main stage d'un festival. Qu'est-ce qu'elle ferait, Clio? Bah, moi, j'adorerais déjà. Je présenterais tous les artistes avec des blagues. Tu serais speakerine en fait. Je serais speakerine de fou. Mais du coup, est-ce que je serais Clio? Mais Clio est speakerine en vrai. Quand je suis sur... Bon là, c'est Secret Wife, mais quand je chante je chuchote en tant que Secret Wife sur scène, je fais beaucoup d'animations du type camping de beauf à base de est-ce que vous êtes chaud ce soir? Et les gens font je crois que j'ai rien entendu. J'ai dit vous êtes chaud ce soir? Et là, j'en fais wouhou! Et après, je suis allez, on se la refait. Et genre, j'adore parce qu'en fait, ça, on se débride un peu le cul, on crie un peu tous ensemble. Et il y a une track que j'adore. C'est une track sur le ghost, justement. Et je dis, est-ce qu'il y a des gens qui se sont fait ghoster dans la salle? Et des fois, les gens sont là, wouhou! C'est l'hystérie, machin. Et des fois, genre, il y a des gens qui sont ghostés dans la salle, et tu sais, on croirait où t'as le bruit des grillons, où tu sais, il n'y a pas de bruit, tout. Je suis en mode, ok, d'accord. Incroyable, le DJ de camping, quoi. J'adore. Non, puis on m'a dit ça souvent. Là, t'as qui? Pardon, Speakerine de l'univers. Oh, ok. Donc, Speakerine de l'univers, c'est celle qui fait les interviews radio. Et du coup, moi, j'ai plein de gens qui me disent, mais c'est fou, parce que toi, t'es sur scène, mais on voit que tu t'en bats les couilles, en fait. C'est assez perturbant. Parce que comme toute ma vie, j'ai déjà tout gagné en tant que thérapeute, d'être magnétiseuse, c'est tellement extraordinaire comme vie qu'en vrai, au pire, si je fais un live de merde, ça fait mal à mon ego, mais c'est pas grave, c'est pas comme certains artistes qui veulent en vivre ou qui sont importants. C'est pas ta carrière, quoi. Non, mais du coup, c'est trop bien, c'est juste un endroit où je fais n'importe quoi sur scène et tout le monde me dit « Ah, c'est cool !» Et je suis en mode genre « Ah, moi j'ai fait n'importe quoi. » Alors, Speakerine de l'univers qui fait un TED Talk, j'adore. Et en vrai, c'est drôle parce que c'est comme si Secret Wife aurait animé une main stage, en fait. Le TED Talk, ça aurait été pour Speakerine de l'invisible, parce qu'elle aurait mené des topics. Ça aurait été la logique, ouais. Et Speakerine de l'univers en TED Talk, écoute, ça aurait été sur les enjeux, je dirais, des artistes aujourd'hui, où on voit que avant les résidences, c'était pour les aider à prospérer. Aujourd'hui, il faut déjà avoir prospéré pour avoir une résidence. Ouais. On leur demande pas de créer, mais d'exister dans des médias de réseaux sociaux. C'est très capitaliste. Donc je ferai un TED Talk Speakerine de l'univers, elle parlera de ça. Voilà, Trop bien. Entre autres choses.
Moi, je le regarderai ton TED Talk. Merci. Bah, peut-être tu le feras avec moi, on sera peut-être en train de commenter toutes les deux. Ah ben... Genre, c'est Clio et Chloé. Genre, pardon. Secret Wife. Qu'est-ce qu'elle fait, Secret Là, Wife? ça va être genre, je tiens un papier. Attention, c'est le dernier. Secret Wife. Ah, il y en a deux. T'en as deux. Est-ce que tu veux lire les deux ou est-ce que tu en lis qu'un? Vas-y, Bon, en vrai, pour je le suis beau jeu. curieuse des deux, ouais. Je te lirai les autres après. Mais Ok. déjà, t'as tiré lequel? Alors, monte sur un ring de catch. Alors, moi, j'adore. Incroyable, J'adore, c'est je parfait. suis fan. Lucha Libre, Secret Wife, Fever. Mais ouais, moi j'adore, c'est bizarre ce que je dis, mais j'adore me battre. Je ne me bats absolument pas, mais j'adore le catch. Je voulais en faire petite. C'est Je voulais drôle, faire du c'était karaté, tout. Enfin, un peu la vibe que j'avais quand je l'ai Ouais. écrit. Je me suis dit, je suis sûre qu'elle va avoir quelque J'adore. chose à dire là-dessus. moi, je serais fan d'être en Secret Wife, les mêmes tenues et de Mais faire c'est des ça. combats par. Mais je suis hystérique. En de fait, c'est ça. le côté drama, je pense, que t'as quand t'es Théâtre. sur scène. Théâtre. Ouais, qu'on retrouve totalement, en C'est le fait, théâtre. dans le catch, quoi. J'ai fait 6 ans de théâtre, alors est-ce que Ok. c'est ça? Mais ça m'a fait chier le théâtre en fait, mais si petite, il y avait eu, parce que moi j'ai 35 ans, donc je suis née en 89, il n'y avait pas les one woman show comme il y a aujourd'hui, mais alors ça, one man, one woman show aujourd'hui. Ouais. Mais moi j'aurais fait de l'impro, parce que ce qui m'intéressait c'est de faire de l'impro, je faisais de l'impro tout le temps, même au spectacle de fin d'année, je kiffais l'impro, et Pas faire apprendre rire par les cœur gens. un texte. Bah non, alors ça c'est mort, apprendre par cœur, enfin je peux le faire, mais ça me fait trop chier. Et donc, par exemple, entre choses que j'aimerais bien faire un one woman show un jour. Peut-être quand j'aurai la quarantaine, quand j'aurai plus de temps. T'étais curieuse de voir un peu ce qu'on n'a Ouais, pas grave. tiré. Il y avait aussi écrit un livre. Ah bah ça c'est dans mes plans. C'est vrai, c'est un projet sur lequel tu travailles. Ouais, je me suis permise de prendre une petite gorgée de ce délicieux thé à l'hibiscus. En fait, je voulais faire un ouvrage, bah justement un lexique d'état d'âme. C'est comme un dictionnaire à l'époque où on allait chercher les mots qu'on connaissait pas quand on n'avait pas Internet. Pour nous, les vieux. Et Vous savez, les livres, Vous ces trucs de papier. le papier. Mhm. Bah, du coup, parce que du coup, là, j'ai plein de pensées en arborescence qui arrivent. Mais oui, en fait, j'avais envie de faire un livre qui soit, en gros, à plein de petits textes, parce que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas lire, qui est de base très négative, j'ai beaucoup changé maintenant, mais très négative, très dure en affaires, très cartésienne, je crois rien. Il me faut vraiment des putains d'arguments pour me faire changer d'avis, quoi. Il faut vraiment un truc bold, bien efficace. Et c'est pas les 3/4 des trucs qu'il y a sur le marché. Non, Et et puis c'est rare d'entendre quelqu'un qui écrit dire qu'elle n'aime pas lire. Non, j'aime pas. Mais j'aime pas parce qu'en fait j'adore, mais c'est juste que j'ai pas le temps ou de me poser un cul, j'ai du mal. Et alors pour me faire du stretching et de la méditation, oui, mais enfin voilà, anyway. Et j'adore en fait ce truc je voulais me positionner à l'époque dans le développement personnel entre guillemets, mais avec un angle beaucoup plus punk. Genre oui, en fait on en chie tous, mais on n'a ni l'argent, ni l'envie forcément de voir des thérapeutes ou d'acheter des livres, ni le temps. Du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on a besoin d'un petit texte court et efficace qui nous remet des idées en place dans ce monde qui est parfois beaucoup trop dur dans les expériences qu'il nous propose. Et du coup, je voulais faire un livre qui soit un lexique d'état d'âme à consulter en cas de besoin. Après, je me suis dit, mais en vrai, j'ai tellement d'idées de textes que ce qui serait trop bien, c'est de faire une application en mode aujourd'hui, je me sens une merde, tu peux me sortir des textes. Aujourd'hui, je pense qu'il y a ChatGPT. Donc en vrai, est-ce que mon livre aurait un sens ? Je sais même pas. Mais moi, j'écris parce que je peux pas m'empêcher d'écrire comme je peux pas m'empêcher de faire tout le reste de ce que je fais. Je sais pas pourquoi je le fais, mais je le fais. Puis je pense qu'à l'époque, j'avais un besoin de reconnaissance quand même inconscient, sans doute de quelque chose, qu'aujourd'hui, j'ai plus du tout. Parce que mon métier est tellement fou. Mais mon quotidien, l'amour que je reçois. Tu l'associais au fait d'écrire un livre, peut-être ? Sans doute. Et aujourd'hui, je suis en mode, mais ma vie est tellement extraordinaire, il n'y a rien qui peut se passer de plus fou que on pourrait me donner tout l'argent, tout. Quand tu travailles à, je sais pas, enlever l'eczéma de quelqu'un avec tes mains ou soulager quelqu'un qui vit des violences inouïes, mais elle fait plus de cauchemars de son agresseur, des trucs, c'est tellement des cadeaux extraordinaires. Moi, j'ai rien qui dépasse ça, quoi. Donc, en vrai, livre ou pas livre, à la fois, c'est sûr, ce serait cool et ce serait un truc. Donc, à la fois, c'est un projet, mais c'est en train de devenir un peu un non-projet. Mais c'est souvent quand ça devient plus un non-projet que tu te désintéresses que ça se passe, finalement. Dans le sens, ça se fait. Ton projet de lexique, ça me fait penser à, justement, un des derniers points que j'avais noté aussi, dont j'avais envie de parler avec toi. Tu mentionnes plusieurs fois aussi dans ce que tu fais ta volonté de rendre accessible en fait tes créations, tes services, tes soins, tout au quotidien, que ce soit pas réservé à des personnes qui, comme tu le dis, ont le temps et les moyens aussi d'accéder déjà à un accompagnement, une aide ou à certains contenus, mais de rendre, que ce soit faire découvrir des musiciens au monde, que ce soit de rendre accessible des soins dont des personnes ont besoin au quotidien, rendre accessible tes textes aussi en les publiant gratuitement. Ça reste un peu dans cette démarche-là globale et ça rejoint ton besoin de liberté. Je pense que il y a plein de trucs dans ce que tu as dit, j'avais envie de rebondir, très intéressant. Déjà, moi j'écris, mais c'est comme un devoir civique pour moi.
Il y a effectivement une vulgarisation, une transmission. Si on n'écrit pas pour tout le monde, alors on écrit pour personne en fait. Enfin, et avant, j'étais astrologue aussi avant. J'ai étudié pendant 5 ans l'astropsychologie avec une école de Catherine Aubier, qui est une autrice très reconnue sur le sujet. Et très loin de l'astrologie de masse, très loin des clichés, ce qui va être intéressant, c'est la synergie et d'étudier au cas par cas comment chaque personne va investiguer son thème sans fatalisme, voilà. Plutôt aller vers identifier des conditionnements potentiels pour avoir du recul et retrouver à nouveau de la liberté. Et pourquoi est-ce que je parlais de ça ? C'était pour un sujet précis, mais qui m'a échappé. Rendre accessible. Oui, et par exemple, mes thèmes astro, moi, j'ai arrêté il n'y a pas si longtemps, je recevais quelqu'un pour un thème astral, une lecture, pendant 3 à 4 heures. Souvent, c'était 3h30, 4h30, parfois 5, et je le faisais à 100 €. Ce qui est totalement dérisoire par rapport à... Voilà, mais je ne peux pas faire un thème astral sans tout dire, ce que je sais, qui, à mon sens, serait utile à personne. Donc évidemment, la personne ne veut pas ingurgiter autant d'informations. Moi, je suis habituée, c'est presque d'ailleurs comme un one-woman show, parce que tu parles pendant 4 heures. Mais elles enregistraient sur un dictaphone, mais je ne pouvais pas faire moins, et je refusais d'augmenter mes tarifs, parce que ça veut dire que du coup, ce serait accessible qu'à une élite, sachant que 100 €, c'est pas rien pour les gens non plus, mais je sais qu'il y a beaucoup qui se cotisaient pour des anniversaires, par exemple, chacun mettait 10-20 €, la personne et son thème était trop contente. Et toujours de rendre accessible, en fait, le savoir que j'ai, pour moi, c'est ce qui me rend le plus de plaisir. C'est pas dans un truc de sauveur d'être utile et tout, c'est tellement beau et juste, et c'est cool de venir sur Terre pour faire des choses justes dans un monde si injuste. Parce que le monde est très loin d'être idéal, il y a des gens merveilleux, des gens abjects. Et je sais pas, moi, ça me fait plaisir de venir et de donner, et je me rends compte que je donne beaucoup. Mais je m'en fous, en fait, ça ne me coûte pas. Je suis pas en déperdition. De donner, ça me nourrit. Je suis pas avide dans les textes que je vais proposer, dans les séances que je vais faire. Je me rends compte que je suis too much, pour beaucoup, sans doute, dans mon traitement, mais je ne pourrais pas être autrement, quoi. Une question, est-ce que tu as déjà été en galère, justement, avant de, là, aujourd'hui, être très heureuse dans tout ce que tu fais et de pouvoir en vivre pleinement ? Je pense notamment à la période où tu étais DJ, etc., où, tu vois, je pense que pour certaines personnes, c'est un vrai frein aussi à rendre accessible, et c'est très précaire, ouais. C'est une précarité. Après, moi, j'ai fait cette chance, en fait, où la vie m'a guidée. Je voulais travailler comme tout le monde en CDI dans un bureau. Et je m'en souviens, mes profs en DUT, parce que j'ai commencé par faire psycho, fac de psycho, puis finalement j'ai fait un DUT information, communication, pub. Je fais une licence après chef de projet à Descartes. Et puis dès le DUT, j'ai commencé à travailler en graphiste en freelance parce qu'on me proposait des trucs. Et je suis devenue graphiste maquettiste en freelance, mais j'avais pas prévu ça. Ouais. Beaucoup aussi dans la communication politique, donc des campagnes, des maquettes de magazines, beaucoup d'institutionnels en fait. Comment dire, j'étais en mode, moi je veux travailler dans un bureau et tout. Et je n'avais que des propositions freelance, et je comprenais pas pourquoi. Et aujourd'hui, je vois avec le recul ce que m'avaient dit mes profs de DUT. Ils m'ont dit, non mais Clio... elle va pas du tout s'intégrer. Tu vas pas t'intégrer, toi, dans le système. Hein. Et moi, je savais de quoi vous parler. Bien sûr, je m'intègre. Non, tu vas construire un truc autour de toi. Et les gens viendront dans ton univers. Mais tu ne t'intégreras pas. T'es une personnalité qui est beaucoup trop forte. Et moi, je comprenais pas parce que je suis ni grande gueule, ni quoi que ce soit. Et en fait, ils avaient complètement raison. Et puis moi, j'ai un gros problème avec l'autorité aussi. Je supporte pas... De toute façon, évidemment, je supporte pas les injustices. Je supporte pas les abus de pouvoir. Je supporte pas d'avoir quelqu'un au-dessus de moi. Je veux bien, mais que j'admire, en fait, qui me motive, qui m'inspire. Et si je vois des failles et tout, c'est mort. C'est pas possible. De toute façon, du coup, j'en ai jamais vraiment eu. Les seuls gens qui m'ont accepté, que ce soit en stage ou en alternance, c'était des gens comme moi qui kiffaient justement cette personnalité-là. Le fait est d'avoir des multiples activités. Le DJing, je mixe depuis que j'ai 16 ans. Ça s'est fait parce que j'avais un proche qui mixait. Et ce qui m'a permis d'aller vers le magnétisme, parce qu'il faut dire ce qui est, on ne devient pas magnétiseur comme ça, clac, boum, t'as plein de gens en séance comme sophrologue, comme hypnose, comme tout ça. Non, c'est des métiers de freelance. Et faut construire son réseau. Ça prend des années. Aujourd'hui, je suis tellement heureuse. Là, on est, on est même pas à peine mi-mai. Mon mois de mai, il est complet. Juin aussi. Pareil, ouais. Et juin aussi, sur Paris. Mais c'est pas venu comme ça, en fait, c'est du travail. Et le fait est d'avoir des activités de freelance m'ont permis, en fait, d'équilibrer mes revenus pour passer de l'un à l'autre. C'est pour ça, quand j'ai des gens en séance qui sont en transition, ils me disent « Ah, mais ça marche pas », je dis « C'est normal, ce n'est pas un échec que de prendre un temps partiel à côté. C'est la clé de la réussite. » Et c'est pas que tous des discours de méritocratie, si on veut, on peut. À la fois, oui, mais à la fois, non. C'est une conjonction de paramètres. Et en ce qui me concerne, là, le nombre de séances que j'ai aujourd'hui,
je l'aurais fait l'année dernière, ça ne serait pas passé. Et le nombre que j'avais l'année d'avant, je ne serais pas passé non plus. Moi, j'ai découvert ce domaine en 2014. J'en ai fait mon métier en 2018. Mais en 2018, tu me mettrais le nombre de séances que je faisais, tu vois, quelques années plus tard. Bon, il y a eu le Covid aussi, mais j'aurais fait un burn-out direct. C'est comme un sport mental, en fait. Hein. Oui, ça vient progressivement aussi quand tu es prête, quoi. Exactement. Et avant, tu m'aurais mis ce nom. Pas que j'aurais clamsé, mais j'aurais pu avoir des problèmes de santé. Ou là, je veux dire, je fais mes séances, je suis jamais malade. Enfin, je suis très équilibrée. Ça roule, quoi. Donc, des fois, il faut du temps aux choses. En tout cas, dans mon métier, particulièrement de magnétiseuse, c'est de l'énergétique. Et bon, après, il y en a, ça marche tout de suite aussi. Et puis, c'est leur destin et c'est comme ça. Puis moi, même pour tes passions à côté aussi, en fait, finalement, tous tes autres projets dépendent aussi de ce temps-là et de cette énergie-là que tu as. Bah, en vrai, mes autres projets, ils me nourrissent aussi d'une autre façon, parce que c'est vrai que je suis dans un métier tellement au service de l'autre, où tu es transparente, t'es pas du tout dans un truc égotique, donc c'est vrai que c'est assez agréable, finalement, quand j'ai Secret Wife, à chaque fois, bah là, je joue fin mai au sample, je me dis, mais pourquoi j'ai accepté cette date, mais pourquoi je fais ça ? Et en fait, à chaque fois, bah, tu sors de scène et ça te fait trop du bien. Et ça t'as envie de recommencer. Je fais un peu n'importe quoi et je m'amuse, mais à chaque fois, j'ai quand même ce truc où je ne suis pas en maîtrise de ce que je fais. Alors qu'en magnétisme, je suis dans une maîtrise folle au quotidien de ce que je fais. Et du coup, ça te challenge au niveau de l'ego aussi, de te mettre... C'est une zone d'inconfort total, hein, d'aller faire du live, alors que... Au final, ça se passe toujours très bien, mais c'est aussi se challenger pour augmenter sa zone de confort. J'aime bien me faire un peu violence pour ça. C'est génial parce qu'on a commencé cet épisode, je pensais qu'on allait parler effectivement un peu du secret, du mystère, et de tout l'universel et de ton identité qu'il y a derrière. Et finalement, tu as parlé énormément de liberté et c'est tout aussi précieux. J'ai une petite question de fin. J'aime bien poser une question un peu portrait chinois à mon invité. Si tu devais garder un seul objet avec lequel tu crées, dans tout ce que tu fais, ce serait quoi ? Le stylo sans papier, tu peux pas écrire, mais je dirais le stylo, un objet, tu m'as dit ? Le stylo, du coup ? Ouais, le premier truc que j'ai pensé, c'est le stylo. Pourquoi ? Pour pouvoir écrire, parce que si le monde s'écroule, à partir du moment où tu peux écrire, j'ai l'impression que t'es jamais seul, c'est la résilience au bout de l'encre, quoi. Enfin, moi, c'est incroyable, l'écriture. Je sais pas si c'est un objet, du coup. Ouais. C'est un objet. Merci beaucoup, Clio. Allez, ça part. Merci à toi, Chloé. C'était merveilleux de faire ce petit podcast avec toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si toi aussi tu trouves que Clio est vraiment la sosie vocale d'Ovidie, je t'invite à t'abonner au podcast et à me laisser des cœurs et des commentaires. Ça fait toujours plaisir. Tu peux également m'écrire sur les réseaux sociaux @clocloclub pour me partager un petit peu ton point de vue sur cet épisode. Et si jamais le travail de Clio t'intéresse, que tu as envie de lire ses textes, de la voir sur scène, de faire une séance de magnétisme peut-être avec elle, ou juste d'écouter ses interviews radio, je t'ai mis toutes les infos en description de cet épisode. De mon côté, je te donne rendez-vous mercredi prochain avec un nouveau podcast. Et si jamais ce n'est pas assez pour toi et que tu en veux encore plus, rejoins-moi sur Patreon, je publie un épisode bonus par mois et plein d'autres contenus exclusifs. Ça permet aussi de soutenir financièrement mon travail. Sur ce, je te dis à mercredi prochain. Bye!